En 2016, El Chapo, le baron de la drogue le plus redouté au monde, a finalement été capturé. Dépouillé de son pouvoir, enfermé dans une cage. Pas de garde, pas de loyauté, juste le silence. Cette vidéo ne traite pas des statistiques sur la criminalité. Elle traite de ce que l'on ressent exactement lorsqu'un chef de gang entre en prison. Seul, exposé et soudainement humain. L'arrestation. La transformation du roi de la rue en détenu commence bien avant que la porte de la cellule ne se referme. Pour les chefs de gang, l'arrestation elle-même représente un séisme psychologique qui ébranle les fondements même de leur identité. Ce sont des individus qui ont passé des années, parfois des décennies, à cultiver une image d'invincibilité. Ils ont survécu à des fusillades au volant, à des guerres de territoire et à d'innombrables affrontements qui auraient brisé des gens ordinaires. Pourtant, rien ne les prépare vraiment au moment où leur liberté et avec elle leur pouvoir s'évaporent en quelques secondes. Prenons l'exemple de l'arrestation de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016. Un homme qui s'était échappé de prison de haute sécurité et avait échappé à la capture pendant des années. Malgré son statut légendaire et ses ressources apparemment illimitées, la capture finale d'El Chapo a démontré à quelle vitesse même les criminels les plus puissants peuvent se retrouver impuissants. L'impact psychologique de tels moments ne peut être surestimé. Imaginez passer du commandement d'armée de soldats loyaux à être photographié et menotté, votre photo d'identité judiciaire destinée à faire la une des journaux du monde entier. Le bouleversement émotionnel pendant ces moments se manifeste de différentes manières. Certains chefs de gang réagissent avec défiance, conservant leur image de rue, même lorsque les menottes se resserrent autour de leurs poignets. D'autres éprouvent ce que les psychologues appellent une dissonance cognitive, c'est-à-dire le conflit mental entre l'image qu'ils ont d'eux-mêmes en tant que chefs invincibles et la dure réalité de leur soudaine impuissance. Beaucoup déclarent ressentir un sentiment de trahison, non seulement de la part des informateurs ou des rivaux qui ont pu contribuer à leur chute, mais aussi de la part des rues mêmes qui, selon eux, les protégeraient toujours. Le plus dévastateur est peut-être de voir la réaction de leur équipe lors de l'arrestation. Certains chefs de gang décrivent le silence qui s'abat sur leurs soldats, des hommes qui se précipiteraient normalement à leur secours, mais qui sont désormais paralysés par la présence des forces de l'ordre. Les gyrophares, les équipes tactiques, la démonstration de force écrasante servent tous à montrer que les rues, aussi bien contrôlées soient-elles, existent en fin de compte au sein d'un système de pouvoir plus large qui peut affirmer sa domination à tout moment. Traduit avec DeepL.com, version gratuite. Entrer en prison. Les premiers pas dans une prison de comté représentent un choc sensoriel que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Le cliquetis métallique des portes, la lumière fluorescente aveuglante qui ne s'atténue jamais, l'odeur antiseptique mêlée au désespoir humain, chaque élément rappelle à ces chefs de gang qu'ils sont entrés dans un monde où leurs anciennes règles ne s'appliquent plus. Elvis Deschamps, ancien chef du gang Trinitario, décrit avec force détail ses premiers instants à son arrivée au centre correctionnel de Clinton. Voici quelqu'un qui imposait le respect dans la rue, réduit à se décrire comme un jeune homme effrayé face à l'inconnu. C'est ce que vivent dans la plupart des chefs de gang. Le processus d'admission lui-même constitue le premier véritable test d'adaptabilité d'un chef de gang. Les examens médicaux, les évaluations psychologiques et l'attribution d'uniformes de prisonniers les dépouillent de tous les signes extérieurs de leur ancien statut. Les vêtements qui affichaient autrefois leur appartenance à un gang, les bijoux qui témoignaient de leur richesse, les armes qui leur permettaient d'imposer leur autorité, tout cela disparaît, remplacé par des vêtements standards qui les rendent impossibles à distinguer des autres détenus. Mais l'élément le plus crucial de ces premiers instants est peut-être l'évaluation que tout chef de gang expérimenté effectue presque instinctivement: identifier les menaces, répertorier les alliés potentiels et calculer les rapports de force qui détermineront sa survie. Comme le rappelle Elvis, la réalité de l'enfermement est plus dure que prévu. L'espace physique semble plus petit, plus claustrophobe, plus contraignant que tout ce à quoi la télévision ou les films les avaient préparés. Le besoin immédiat d'établir une forme d'autorité ou de protection devient primordial. Larry Hoover, le tristement célèbre chef des Gangster Disciples, aurait conservé son influence sur l'organisation même derrière les barreaux, démontrant ainsi comment certains chefs de gang parviennent à transformer leur crédibilité dans la rue en capital carcéral. Cependant, cette transition n'est ni automatique ni garantie, elle nécessite une navigation prudente dans des dynamiques sociales complexes qui peuvent changer sans prévenir. La première rencontre avec les autres détenus est un autre moment crucial qui peut définir toute l'expérience carcérale d'un chef de gang. Elvis décrit parfaitement cette tension. La pression psychologique de ces premières interactions ne peut être sous-estimée. Les chefs de gang doivent rapidement déterminer à qui faire confiance, qui éviter, qui pourrait devenir un allié et qui représente une menace potentielle. Contrairement à la rue, où leur réputation les précède souvent, la prison représente un nouveau départ où ils doivent faire leurs preuves à nouveau, souvent auprès de personnes qui ne se soucient pas de leurs exploits passés ou qui les considèrent comme des cibles pour améliorer leur propre statut. La dynamique du pouvoir. La conversion de la crédibilité dans la rue en monnaie d'échange dans la prison représente l'un des aspects les plus complexes et les plus dangereux du premier jour d'un chef de gang derrière les barreaux.
Contrairement au monde extérieur, où la réputation, les ressources et le contrôle territorial peuvent être soigneusement cultivés au fil du temps, la prison représente un test immédiat et impitoyable d'authenticité qui peut exposer toute faiblesse dans l'armure d'un chef. Le défi devient encore plus complexe lorsqu'on tient compte des affiliations existantes entre les gangs au sein de l'établissement. Les prisons fonctionnent selon leurs propres règles, avec des hiérarchies établies qui peuvent ne pas correspondre aux structures de pouvoir dans la rue. Un chef de gang qui commandait le respect des Bloods et des Crips à l'extérieur peut se retrouver contraint de nouer des alliances avec des groupes tels que la mafia mexicaine ou la fraternité aryenne à l'intérieur, des organisations qui ont leurs propres codes, territoires et méthodes d'application. Selon des recherches sur la dynamique des gangs en prison, les établissements deviennent souvent des territoires divisés entre différentes organisations criminelles, chacune ayant ses propres sections, règles et méthodes pour maintenir l'ordre. Pour les nouveaux chefs de gang, comprendre ces frontières invisibles devient une question de survie. Si vous pénétrez dans la mauvaise zone, manquez de respect à la mauvaise personne ou ne respectez pas les protocoles établis, la violence peut éclater sans avertissement. La pression psychologique liée au fait de devoir sauver la face tout en apprenant de nouvelles règles crée un équilibre presque impossible à maintenir. Les chefs de gang ne peuvent pas paraître faibles ou indécis, car cela inciterait ceux qui cherchent à se forger une réputation à les défier. Mais ils ne peuvent pas non plus agir avec la même autorité agressive qu'ils exercèrent dans la rue, car le système pénitentiaire a mis en place des mécanismes de contrôle et d'équilibre qui peuvent rapidement humilier même les criminels les plus puissants. Certains chefs de gang tentent de maintenir leur autorité par l'intimidation et la violence, mais cette approche se retourne souvent contre eux de manière spectaculaire. Contrairement aux policiers de rue, les gardiens de prison travaillent quotidiennement dans l'établissement et ont une grande expérience des détenus qui tentent d'utiliser la peur comme un outil. De plus, les autres détenus ont souvent survécu à des situations pires que tout ce qu'un nouveau venu pourrait menacer, rendant les tactiques d'intimidation traditionnelles inefficaces et potentiellement dangereuses. Les chefs de gang les plus efficaces comprennent que la prison exige des compétences totalement différentes. Plutôt que de compter uniquement sur la peur et la violence, ils doivent développer des compétences diplomatiques, apprendre à négocier des structures d'alliances complexes et comprendre que leur survie dépend autant des personnes qu'ils évitent de combattre que de celles qu'ils sont prêts à affronter. Les premières interactions. La complexité des interactions en prison réside dans leur simplicité trompeuse, ce qui semble être une simple marque de gentillesse humaine, comme le fait de partager des produits d'hygiène avec un nouveau venu, peut avoir des implications importantes dans le milieu carcéral. Les chefs de gang doivent rapidement apprendre à faire la distinction entre une aide sincère, une tentative de recrutement, une tactique de manipulation et une menace potentielle, souvent avec des informations incomplètes et sous une pression psychologique énorme. Les observations de Sudhir Venkatesh sur les chefs de gang, comme JT, donnent un aperçu de la manière dont ces individus gèrent généralement les dynamiques sociales. La capacité de JT à utiliser son charisme et ses talents de négociateur pour nouer des alliances s'est bien traduite dans l'environnement carcéral, où les compétences verbales s'avèrent souvent plus précieuses que l'intimidation physique. Cependant, cette transition exige des chefs de gang qu'ils répriment leurs réactions instinctives et s'adaptent à un environnement où des règles différentes s'appliquent. La relation avec les agents pénitentiaires ajoute une autre couche de complexité que les chefs de gang, habitués à la rue, doivent gérer avec prudence. Certains gardiens peuvent cibler spécifiquement les détenus très en vue en raison de leur notoriété, les considérant comme des occasions de démontrer leur propre autorité. D'autres peuvent être sensibles à la corruption, ce qui permet aux chefs de gang de conserver une certaine influence par le biais de pots de vin ou de manipulation. Cependant, tenter de corrompre le mauvais agent peut avoir des conséquences graves qui vont bien au-delà de la punition immédiate. L'expérience d'Elvis montre à quelle vitesse ces calculs peuvent mal tourner. La menace de violence plane sur chaque interaction, mais les déclencheurs de conflits diffèrent considérablement des rencontres dans la rue. Selon des recherches menées en milieu carcéral, des actions apparemment insignifiantes, comme lorgner un autre détenu, peuvent rapidement dégénérer, ce qui montre à quel point les tensions accrues et les espaces confinés peuvent transformer des malentendus mineurs en confrontations majeures. Les chefs de gang, habitués à contrôler l'escalade grâce à leur réputation, se retrouvent dans des situations où leur simple présence peut provoquer des conflits plutôt que les empêcher. Les repas constituent des terrains minés particulièrement dangereux sur le plan social. Les chefs de gang doivent gérer la disposition des sièges, qui reflètent des structures d'alliances complexes, comprendre quelles conversations sont acceptables et lesquelles pourraient être considérées comme de la collecte de renseignements, et gérer leur comportement de manière à ne pas montrer de faiblesse ni provoquer de confrontations inutiles. Une simple décision concernant l'endroit où s'asseoir peut communiquer des allégeances, remettre en cause les hiérarchies établies ou insulter involontairement des personnes puissantes. La communication avec le monde extérieur devient un autre aspect crucial de ces interactions du premier jour. Les chefs de gang doivent rapidement mettre en place des méthodes sûres pour maintenir le contact avec leurs organisations tout en évitant la surveillance qui pourrait compromettre leurs opérations ou fournir des preuves pour les poursuites en cours. Les téléphones, les visites et les systèmes de courrier fonctionnent tous selon des règles différentes de celles de la communication dans la rue,
ce qui nécessite une adaptation immédiate des méthodes précédemment efficaces. La pression psychologique liée au maintien de leur image tout en apprenant ces nouvelles dynamiques crée un stress énorme. Les chefs de gang ne peuvent pas montrer d'incertitude ou de confusion sans s'exposer à des défis, mais ils doivent également éviter l'excès de confiance qui pourrait conduire à des erreurs potentiellement fatales. Cet équilibre nécessite un contrôle émotionnel et une réflexion stratégique dans des conditions conçues pour détruire ces deux qualités. La cellule. La première nuit passée dans une cellule de prison est peut-être l'aspect le plus difficile psychologiquement pour un chef de gang lors de son incarcération. Après des années d'activité intense, entouré de membres loyaux et plongé dans les exigences incessantes liées à la gestion d'opérations criminelles, l'isolement soudain les oblige à affronter des pensées et des peurs que la vie dans la rue leur avait permis d'éviter. La réalité physique de la cellule elle-même leur rappelle brutalement à quel point leur situation a changé. Les chefs de gang, habitués aux appartements luxueux, aux voitures coûteuses et à la liberté de mouvement, se retrouvent confinés dans des espaces souvent plus petits que leurs anciens dressings. Le matelas fin, les toilettes en acier inoxydable, les murs couverts de graffitis laissés par les occupants précédents, chaque élément renforce leur impuissance et leur vulnérabilité. L'expérience de Joaquín El Chapo Guzmán en isolement cellulaire montre à quel point même les criminels les plus puissants ont du mal à supporter l'isolement. Les difficultés psychologiques qu'il aurait rencontrées pendant ces longues périodes de solitude démontrent qu'aucune crédibilité dans la rue ne peut préparer quelqu'un aux défis mentaux de l'incarcération. Pour les chefs de gang qui vivent leur première nuit, le silence devient assourdissant après des années de bruit, d'activité et d'interaction sociale constants. L'absence de leur réseau de soutien habituel crée un vide psychologique que de nombreux chefs de gang ont du mal à combler. De nombreux chefs de gang décrivent avoir utilisé ces premières nuits pour tenter de communiquer avec leurs organisations extérieures, malgré les risques encourus. Les téléphones portables introduits en fraude, les messages codés transmis lors des visites légales et les signaux envoyés par les membres de leur famille deviennent des bouées de sauvetage vers les structures de pouvoir qu'ils ont laissées derrière eux. Cependant, ces communications comportent également des risques importants, leur découverte pouvant entraîner des charges supplémentaires, des peines plus longues ou un placement dans des quartiers surveillés qui rendrait leur survie encore plus difficile. Le poids psychologique de leur situation juridique devient souvent écrasant pendant ces heures de silence. Les chefs de gang qui ont passé leur carrière à éviter les conséquences sont soudainement confrontés à la réalité de peines prolongées, d'enquêtes en cours et à la possibilité que leur carrière criminelle soit définitivement terminée. L'ajustement mental requis est énorme, en particulier pour les individus qui se sont entièrement définis par leur succès criminel et leur réputation dans la rue. Le sommeil devient difficile à trouver pour de nombreuses raisons, autres que les conditions inconfortables. La simple crainte d'être attaqués alors qu'ils sont vulnérables empêche beaucoup d'entre eux de dormir pendant leur première nuit, ce qui crée une fatigue qui aggrave le stress psychologique qu'ils subissent déjà. Les graffitis et les messages laissés par les occupants précédents servent à la fois d'avertissement et de source d'information. Les chefs de gang passent souvent des heures à étudier ces communications, essayant de décoder les références aux conflits en cours, aux structures d'alliance et aux individus qu'ils doivent approcher ou éviter. Cette collecte informelle de renseignements représente l'un des rares avantages qu'ils peuvent tirer de leur cellule, même si la fiabilité de ces informations reste discutable. La planification qui a lieu pendant ces heures d'isolement détermine souvent si un chef de gang réussira à s'adapter à la vie carcérale ou s'il deviendra une nouvelle victime du système. Ceux qui utilisent ce temps pour élaborer des stratégies réalistes de survie, de création d'alliances et d'évitement des conflits s'en sortent souvent mieux que ceux qui passent la nuit à comploter leur vengeance ou à entretenir des attentes irréalistes quant à leur influence au sein de l'établissement. La réaction du gang. Alors que les chefs de gang peinent à s'adapter à leur nouvelle réalité derrière les barreaux, leur arrestation a des conséquences immédiates et souvent chaotiques pour les organisations criminelles qu'ils ont laissées derrière eux. Le vide du pouvoir créé par l'incarcération d'un chef peut déclencher des guerres internes, des conflits territoriaux et des luttes de succession qui s'avèrent parfois plus dangereuses que toute menace à laquelle le chef emprisonné est personnellement confronté. La situation de Larry Hoover avec les gangsters disciples illustre à la fois la possibilité de conserver son influence depuis la prison et les changements inévitables qui surviennent lorsque le leadership est retiré des opérations directes dans la rue. Malgré sa condamnation à perpétuité, Hoover aurait continué à diriger les activités de l'organisation depuis sa cellule, démontrant ainsi que certains chefs de gang réussissent à transférer leur autorité de la rue à la prison. Cependant, cette transition nécessite une planification minutieuse, des subordonnés loyaux et des méthodes de communication permettant d'échapper à la détection des forces de l'ordre. Les conséquences immédiates de l'arrestation d'un chef de gang se traduisent en Inde souvent par une lutte de pouvoir au sein de l'organisation, mais où la violence remplace les manœuvres dans les salles de réunion. Les lieutenants qui se disputaient auparavant l'attention de leur chef se retrouvent soudainement en concurrence pour le contrôle effectif des territoires, des opérations de trafic de drogue et des entreprises criminelles valant des millions de dollars. Ces luttes de succession peuvent transformer des organisations auparavant stables en un ensemble chaotique de factions rivales.
Les difficultés de communication entre les chefs emprisonnés et leurs organisations de rue compliquent encore davantage la situation. Chaque appel téléphonique est surveillé, chaque visite est observée et chaque courrier est examiné à la recherche de preuves d'activités criminelles en cours. Les chefs de gang sont contraints de mettre au point des codes et des méthodes de communication sophistiquées tout en travaillant au sein de systèmes conçus précisément pour empêcher ce type de coordination. Certaines organisations se révèlent étonnamment résistantes à la disparition de leurs chefs, ayant développé une structure institutionnelle suffisante pour poursuivre leurs activités sans surveillance constante. Ces groupes représentent souvent les entreprises criminelles les plus sophistiquées, avec des protocoles établis pour la succession des dirigeants et des processus décisionnels qui ne reposent pas entièrement sur l'autorité d'un seul individu. Cependant, même les groupes criminels les mieux organisés connaissent des perturbations lorsque leur chef principal est écarté. Les conséquences financières de l'arrestation d'un chef de gang peuvent être dévastatrices tant pour l'organisation que pour ses membres individuels. L'approvisionnement en drogue doit être maintenu, les conflits territoriaux doivent être gérés et les dépenses courantes doivent être couvertes, le tout sans l'implication directe du chef ni l'accès à ses ressources personnelles. De nombreuses organisations se fragmentent sous cette pression financière, différentes factions poursuivant des objectifs distincts qui sont souvent en conflit les uns avec les autres. Les gangs rivaux tentent souvent d'exploiter l'instabilité créée par l'arrestation d'un chef, y voyant une occasion de s'étendre sur des territoires auparavant contrôlés ou d'éliminer une opposition affaiblie. Ces attaques peuvent contraindre l'organisation du chef emprisonné à adopter des positions défensives qu'elle n'est pas en mesure de gérer sans son principal stratège et décideur. Les conflits qui en résultent s'intensifient souvent au-delà de ce qu'une simple arrestation aurait pu causer à l'origine. La loyauté des membres du gang est mise à rude épreuve lorsque leur chef est emprisonné, en particulier si l'arrestation a été facilitée par des informateurs au sein de l'organisation. La suspicion et la paranoïa peuvent détruire des relations qui ont mis des années à se construire, les membres remettant en question la fiabilité et l'engagement les uns des autres. Pour les chefs de gang qui tentent de maintenir leur influence depuis la prison, le défi consiste à identifier les subordonnés à qui ils peuvent confier des responsabilités accrues et ceux qui pourraient profiter de l'occasion pour établir leurs propres opérations indépendantes. L'impossibilité d'observer directement les comportements et de gérer personnellement les relations rend ces décisions extrêmement difficiles et potentiellement dangereuses si elles s'avèrent erronées. Le poids émotionnel pour les chefs de gang emprisonnés qui voient l'œuvre de leur vie potentiellement se désintégrer peut être énorme. Beaucoup décrivent un sentiment d'impuissance lorsqu'ils reçoivent des informations sur les pertes territoriales, les conflits organisationnels et l'érosion progressive de tout ce qu'ils ont mis des années à construire. La première nuit. À mesure que l'obscurité envahit l'établissement, le calme relatif des activités diurnes laisse place à une atmosphère où la violence peut éclater sans prévenir et où les décisions prises dans les heures qui suivent auront des répercussions tout au long de leur incarcération. Les bruits de la prison la nuit créent une bande sonore psychologique que de nombreux chefs de gang trouvent plus dérangeante que toutes les menaces auxquelles ils ont été confrontés dans la rue. Le bruit constant, les cris provenant des autres cellules, le cliquetis métallique des portes, les bruits de pas dans les couloirs, les contrôles périodiques des gardiens créent un environnement où il est pratiquement impossible de se reposer véritablement. L'organisation du couchage devient une autre décision stratégique cruciale qui peut avoir des implications durables. Les chefs de gang doivent choisir l'emplacement des cellules et l'attribution des couchettes qui offrent une sécurité maximale, tout en évitant les zones contrôlées par des factions rivales. Ces décisions nécessitent des informations sur la dynamique de l'établissement qui ne sont pas toujours facilement accessibles, ce qui les oblige à faire des choix potentiellement vitaux avec des informations incomplètes. De nombreux chefs de gang profitent de leur première nuit pour envoyer des messages à l'ensemble de l'établissement, soit par confrontation directe, soit par des démonstrations de force soigneusement calculées. Ces actions peuvent leur permettre d'asseoir leur réputation au sein de la hiérarchie carcérale, mais des erreurs de calcul peuvent également les exposer à des représailles ou déclencher des conflits auxquels ils ne sont pas préparés à faire face. L'équilibre entre la démonstration de force et la prévention des provocations inutiles nécessite une compréhension approfondie de la dynamique carcérale. Le cas de Franklin, un chef des Rollins 70 Crips, montre comment certains chefs de gang tentent de maintenir leur autorité en poursuivant leurs activités criminelles depuis leurs cellules. Franklin aurait ordonné des meurtres en représailles depuis la prison, ce qui montre comment la première nuit peut devenir un point de départ pour une escalade de comportements criminels plutôt qu'un moment de réflexion ou de réforme. De telles décisions entraînent souvent des accusations supplémentaires et des peines plus longues, mais certains chefs de gang les considèrent comme nécessaires pour maintenir leur crédibilité. Les tentatives de communication avec des organisations extérieures s'intensifient souvent pendant la nuit, lorsque la sécurité des établissements est réduite et que l'obscurité offre une certaine couverture aux activités illicites. Les chefs de gang peuvent tenter d'établir le contact avec leurs équipes, d'envoyer des instructions pour la gestion des opérations en cours ou de recueillir des informations sur les développements dans la rue qui pourraient affecter leur sécurité à l'intérieur. La formation d'alliances temporaires devient cruciale pendant la première nuit, car les chefs de gang identifient les personnes susceptibles de leur fournir une protection, des informations ou des avantages stratégiques.
Ces relations doivent être négociées avec soin, sans paraître désespérées ou faibles, ce qui nécessite des compétences diplomatiques que de nombreux chefs de gang ont développées au fil des années, passés à diriger des organisations criminelles complexes. Le sommeil, lorsqu'il survient, est souvent interrompu par la nécessité d'évaluer chaque bruit à la recherche d'un danger potentiel. Les chefs de gang décrivent qu'ils dorment d'un œil ouvert, sans jamais baisser complètement leur garde, constamment prêts à faire face à des attaques qui peuvent ou non se concrétiser. Le plus difficile est peut-être de maintenir la discipline mentale nécessaire à la survie tout en gérant la réalité émotionnelle de leur situation. Les chefs de gang doivent réprimer leurs sentiments de peur, d'incertitude et de vulnérabilité tout en projetant la confiance et la force nécessaires pour dissuader les prédateurs potentiels. Cette compartimentation émotionnelle devient épuisante lorsqu'elle est maintenue pendant de longues périodes. Souvent, la première nuit détermine si un chef de gang s'adaptera avec succès à la vie carcérale ou s'il deviendra une nouvelle victime du système. Une vision plus large. Les décisions prises et les relations nouées au cours des premières 24 heures d'incarcération d'un chef de gang ont des répercussions qui vont bien au-delà de sa survie immédiate. Ces choix initiaux établissent des schémas, créent des obligations et créent des précédents qui peuvent influencer l'ensemble de son expérience carcérale, affectant tout, de sa sécurité personnelle à ses résultats juridiques et à ses perspectives éventuelles de réinsertion ou de retour à la criminalité. L'expérience de Larry Hoover avec les gangsters disciples montre comment les décisions prises au début de l'incarcération peuvent façonner des décennies de détention. Selon lui, sa capacité à conserver son influence au sein de l'organisation, malgré sa condamnation à perpétuité, a commencé par des choix stratégiques effectués lors de son adaptation initiale à la vie carcérale. Les alliances formées, l'autorité établie et les réseaux de communication développés au cours de ces premiers jours cruciaux ont jeté les bases d'une influence criminelle qui a perduré pendant des décennies. Le cycle d'institutionnalisation commence souvent dès le premier jour, lorsque les chefs de gang font des choix qui les engagent dans des activités criminelles en prison. Il est intéressant de noter que de nombreux chefs de gang sont condamnés à des peines plus longues en raison de crimes commis en prison pour maintenir leur statut. Ce qui commence comme un positionnement défensif dans les premières 24 heures peut évoluer vers une expansion agressive des opérations en prison qui éclipsent leurs activités initiales dans la rue. La transformation psychologique qui se produit au cours de ces premières 24 heures s'avère souvent irréversible. Les chefs de gang qui parviennent à s'imposer dans la hiérarchie carcérale découvrent souvent que leur nouvelle identité leur confère un pouvoir et un respect plus constant que leurs activités dans la rue. Paradoxalement, l'environnement structuré de la prison peut offrir aux chefs de gang des voies plus claires vers l'autorité et l'influence que l'incertitude chaotique des activités criminelles dans la rue. L'évolution d'Elvis Deschamps au sein de l'organisation Trinitario illustre parfaitement cette transformation. Sa réflexion stratégique pendant les premiers jours de son incarcération a jeté les bases d'une carrière carcérale qui s'étendra sur près de 2 décennies et finira par étendre son influence bien au-delà des murs de l'établissement. L'impact sur les familles et les communautés commence par le vide du pouvoir créé dès le premier jour, mais s'étend à des cycles générationnels d'activités criminelles et d'incarcération. Plus important encore, le premier jour détermine souvent si l'incarcération d'un chef de gang marque la fin de sa carrière criminelle ou simplement une interruption temporaire de ses activités criminelles. Ceux qui utilisent leurs premières 24 heures pour entamer une véritable réflexion et des efforts de réforme découvrent parfois des voies qui les éloignent de la criminalité. Cependant, ceux qui passent leurs premiers jours à mettre en place des opérations carcérales se retrouvent souvent enfermés dans une carrière criminelle qui s'étend bien au-delà de leur peine initiale. Les répercussions de ces décisions prises le premier jour continuent de se propager longtemps après que le chef de gang a purgé sa peine, affectant les familles, les communautés, les organisations criminelles et les systèmes pénitentiaires d'une manière qui peut persister pendant des décennies. Comprendre ces implications à long terme permet de mieux saisir pourquoi le premier jour d'incarcération représente un moment si crucial dans la vie des chefs de gang et dans la lutte plus large entre les organisations criminelles et le système judiciaire. Il ne s'agit pas seulement d'une journée, mais d'un système qui brise le cycle de la criminalité ou le renforce par le biais de structures institutionnelles susceptibles de transformer les décisions individuelles de survie en schémas générationnels de criminalité et d'incarcération. Les choix effectués au cours de ces premières 24 heures déterminent souvent le résultat qui se concrétisera. Merci d'avoir regardé. Consultez les autres cartes à l'écran.